Kavi TV, la télé du développement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre les sujets à l'ordre du jour. Au menu de ce matin, pour le pèlerinage à la Mecque, c'est une étape cruciale. Le mont Arafat est d'une grande importance pour le Hajj, puisque le pèlerin doit y rester à partir du moment où le soleil quitte le zénith, et ce jusqu'à son coucher, et demander pardon pour ses péchés commis. Pour les non-pèlerins gênés, ce jour offre une chance similaire de purification et de réflexion spirituelle, faisant de Arafat le jour le plus saint de l'année islamique. Cette année, plus d'1 million de fidèles se sont rassemblés sur le mont, et depuis le mont Arafat, nous tenterons de joindre notre envoyé spécial Alia Bondi et Conté. À quelques heures de la fête de Tabaski, les départs vers les villages et villes de l'intérieur du pays s'intensifient. Les routes sont très fréquentées et les risques d'accidents augmente. Conakry, qui se vide peu à peu, voit sa circulation s'accélérer, entraînant parfois des excès de vitesse dangereux. La prudence sur les routes est donc plus que jamais de mise. Mais quelles sont les mesures à prendre pour réduire les accidents en cette période de fête? Nous en parlerons avec Djadjalo. Il est spécialiste de la sécurité et de la prévention routière. Un pas de plus vers l'autonomie énergétique pour la Guinée. Le pays va bientôt accueillir une nouvelle microcentrale hydroélectrique ce mardi 3 juin 2025. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a ratifié l'accord conclu en mars 2021 avec la société Kama SA. Ce projet vise à renforcer le réseau électrique, notamment dans les zones rurales où l'accès à l'électricité reste limité. On en parle également dans cette émission. Le scanner en Côte d'Ivoire. La liste électorale définitive est enfin disponible. Les 4 figures majeures de l'opposition en sont absentes. Il s'agit de Tigane Kiam du PDCI, l'ancien président Laurent Gbagbo, son bras droit Charles Blé et Goudé et l'ancien premier ministre Guillaume Soro. Ces acteurs très connus de la vie politique ivoirienne ne pourront pas être candidats à l'élection présidentielle d'octobre prochain. La commission électorale indépendante CEI qui a publié ce mercredi la liste définitive met fin à tout espoir sauf retournement de dernière minute. Et pour en parler, nous aurons en direct de la Côte d'Ivoire Ibrahim Youssouf Diarra. Il est enseignant et observateur de la vie politique ivoirienne. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Et c'est parti pour plus d'une heure de débat avec les débatteurs qui vous aident à comprendre les sujets à l'ordre du jour ici. Avec moi, autour de moi, Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mamadou Diallo. Bonjour Abdallah, bonjour tout le monde. On commence par ce premier sujet. Au menu de ce matin, le mont Arafat, aussi appelé la montagne de la miséricorde, est d'une importance spirituelle, je l'ai déjà rappelé, pour les musulmans, pas que pour les pèlerins. Les pèlerins y passent l'après-midi en prière, en méditation, du lever du soleil jusqu'à son coucher, implorant le pardon de Dieu. Pour les musulmans, il faut le dire, qui ne sont pas en pèlerinage, le jeûne de ce jour est fortement recommandé, et bien qu'Arafat est ainsi considéré comme le jour le plus saint de l'année islamique. Et cette année, il faut le rappeler, ils sont plus d'1 million à s'être rassemblés sur ce lieu sacré, on peut appeler spirituel, hein, Mamadou Diaw. Tout à fait, c'est l'un des jours les plus importants pour le monde musulman ou la religion musulmane.
c'est le 9e jour de ce mois qui correspond justement au 12e mois du calendrier musulman. Et donc, ça suivra bien entendu, comme les uns et les autres le savent déjà, la fête. Et donc, c'est le jour d'Arafat aujourd'hui. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'un des jours les plus sacrés dans la religion musulmane et dans également la pratique musulmane. Parce que c'est aujourd'hui que le Hajj, ou disons le pèlerinage, s'effectue. Et donc, si vous participez aujourd'hui ou si vous ne participez pas aujourd'hui en tout cas à effectuer le Hajj, votre Hajj ne sera pas en tout cas selon des comment on les appelle les savants ou les grands maîtres. Oui, ne sera pas validé. Exactement, sera invalidé. Justement, c'est les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déjà qui le disaient aujourd'hui. Et il rapportait déjà ses dires. Il dit aujourd'hui c'est le Hajj. Donc Arafat c'est le Hajj. Et quand tu n'effectues pas le Arafat, ce que tu n'as pas effectué le Hajj, tout ce que tu avais fait, on ne peut pas dire que ça ne sera pas validé justement, mais le Hajj, tu vas reprendre le Hajj l'année prochaine. Alors ce jour-là est une importance capitale pour le monde musulman, mais pas que seulement ceux qui sont au Hajj. Vous l'avez rappelé, ceux qui sont au-delà aussi peuvent accomplir des bonnes choses, des bonnes actions pour espérer justement la miséricorde divine. Donc, entre autres, jeûner pour la journée d'aujourd'hui, faire beaucoup de prières, de doigts. Aujourd'hui, donc, vous l'aviez rappelé, les pèlerins vont se rassembler au mont Arafat qui se situe à 20 km de Médine, de Mina plutôt, aujourd'hui à partir de l'après-midi. Donc, et ils resteront jusqu'au coucher du soleil. Ils effectueront 2 prières. Et ce qui est aussi à rappeler, c'est un autre, ce qu'on dit en sunna de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas prier donc la prière, donc je crois la 4e prière donc là-bas. Et après donc les 2 autres, ils vont quitter justement le mont Arafat. Alors, il y aura des prières, il y aura également des doigts, ainsi de suite. Oui, on voit à l'instant même des cérémonies de lecture de Saint-Coran. Donc, ils vont passer. Exactement, ils vont passer à la télé. Ils vont passer un bon moment là-bas avec des invocations, des méditations et surtout rester debout ou assis en toute opposition ou invoquer Allah comme on le voit déjà sur les images et demander le pardon, la miséricorde et surtout. Et il est dit encore, c'est l'un des meilleurs moments pour le musulman d'invoquer le pardon d'Allah, parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, au-delà donc de jeûne, il y a des récompenses qui sont annoncées pour le bienfait de ce jour, Abdallah. Et il est dit, il est rapporté même par les compagnons du prophète Mohammed, et sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, il est dit que c'est aujourd'hui, il n'y a pas un autre jour où Dieu fait franchir autant de gens de l'enfer au paradis que ce jour-là. Et donc c'est un jour éminemment important pour le monde musulman. Et donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, nous qui n'avons pas pour le moment eu la chance à exactement effectuer le Hajj pour cette année. Et on peut gêner, on peut invoquer, on peut demander pardon, on peut faire des sacrifices, autant de choses que nous pouvons faire. Pour autant de bien, autant de bonnes choses, c'est très important. Autant de bonnes choses pour justement espérer ou demander le pardon de Dieu, parce que ces jours-là aussi, qu'il faut rappeler, Dieu va expier les péchés si tu le fais comme c'est recommandé, les péchés de l'année précédente et de l'année à venir. Donc 2 années, vous aurez 2 années de péchés expiés grâce donc à ce jour-là, si vous effectuez, comme il est dit, le jeûne d'aujourd'hui ou si vous êtes sur le mont Arafat. Bien, et pour vous faire vivre, auditeurs et téléspectateurs, cette journée depuis le mont Arafat, on y va avec notre envoyé spécial Ali Bondi et Conté, qui est du côté de la Mecque, exactement du côté de Arafat. Bonjour Bondi.
Bonjour Abdallah, bonjour aux millions d'éditeurs de Kavi Média. Merci d'accepter une nouvelle fois notre invitation ici sur Kavi. Il faut le dire, vous êtes à l'instant du côté de Arafat et vous vivez ces événements en direct depuis le mont Arafat. Quelle est l'ambiance de ce côté? Parce que je rappelle que vous êtes déjà sur place et dites-nous comment se déroule cette journée très importante et pour les pèlerins et pour l'ensemble des musulmans. Est-ce que Ali Bondi nous reçoit? Est-ce que Bondi on a un problème de connexion et qui va être certainement géré par la réalisation de ce côté. Oui, Ali Bondi, il est là. Oui, Elhaj Bondi, nous vous écoutons. Je disais, dites-nous comment se déroule cette journée très importante et pour les pèlerins et pour les musulmans du monde entier. Bonjour. Nous sommes à Arafat, donc on a pu partager l'âge. Alors, Hossein Faniga, tu vas vous résumer les activités de jour à Arafat entre les femmes. On a pour la paix, pour l'unité, pour le développement. Bonjour, bonjour à tout le monde. Un souci de connexion. Bonne fête et bon jour de Arafat. Merci. Ça ne va pas du côté de la réalisation. Michel va essayer de gérer de ce côté parce que là, ça ne va vraiment pas. On a un souci de connexion, de liaison. On va essayer une nouvelle fois de prendre la température de ce côté, du côté du mont Arafat, où se trouve à l'instant même notre envoyé spécial, Ali Bondi Conté, qui est sur place avec la délégation guinéenne, donc les pèlerins guinéens et les autorités. Alors, oui, nous vous écoutons, allez-y. Ok, nous disons que nous sommes à Arafat. Bien. Réunis ce jour béni de Arafat pour implorer la grâce divine pour notre population, pour la Oumma islamique, surtout pour la Guinée, le gouvernement et la population tout entière. C'est une coutume pour la Guinée, quand à ce jour plus sacré, ici à Arafat, depuis le temps du premier régime, que les gens, les pèlerins, se réunissent ici pour quand même implorer la grâce divine pour le pays, pour les dirigeants et que le bonheur soit pour tous les Guinéens. Donc nous sommes là aussi aujourd'hui pour perpétuer le même rituel. On a fini de lire le Coran et on va venir pour faire la lecture de Khatim tout de suite et ensuite faire encore des prêches après la prière, faire là de prier pour eux-mêmes et de prier pour le peuple guinéen et de prier pour les musulmans de tout entière. Alors, un jour sacré que Dieu a promis. Oh, oui. Alors Elhaj, rappelez-nous un peu la portée de cette journée pour le monde musulman. Le pèlerinage, Dieu a dit, le prophète a dit que le pèlerinage c'est le jour de Arafat. Et aujourd'hui c'est le 9e jour de Arafat que les gens vont se réunir. Et le 9e jour là aussi, c'est ici que le Dieu, Allah, a promis de expier les péchés de tous les pèlerins qui sont là. Et c'est pourquoi vous, qui ne sont pas les pèlerins, ils gênent le jour-là pour qu'ils soient parmi les gens que la grâce divine va les toucher cette fois-ci. Donc nous sommes là aujourd'hui, c'est un jour très béni, c'est un jour recommandé pour les musulmans pour demander la grâce divine, car c'est une journée que Dieu expie les péchés de ceux qui sont là et ceux qui sont aussi au pays, il expie leurs péchés pour que c'est pourquoi ils ont institutionnalisé le jeûne de ce jour béni. Donc on est là aujourd'hui pour commémorer le même jour et vous qui êtes là-bas, ceux qui ont gêné, c'est pour prier pour le pays
prier pour la population, prier pour tout le monde. Bien. Voilà. Comment Elhadj, les pèlerins vivent-ils cette journée? Vous l'avez rappelé, très importante pour non seulement le Hajj et pour la vie courante. Les pèlerins, ils sont là sous les tentes. Et cette année, c'est les tentes climatisées. Ici, c'est une première fois. Et les tentes fermées, tous les pèlerins sont sous les tentes. Ici à Arafat et à Mina. Nous remercions nos autorités qui ont eu une charge de faire en sorte que le pèlerin guinéen soit dans les bonnes conditions. C'est la première fois. Peut-être les pèlerins vont témoigner cela. Ceux qui ont été là les années passées, ceux qui sont là aujourd'hui, tous les pèlerins, femmes et hommes, ils sont sous les tentes comme ça. Ils attendent la prière de 14 heures. S'ils finissent de prier, chacun va faire une prière qui est demandée à Guinée ici, qui est demandée au jour de Arafat. C'est le jour de Arafat, le 9e jour. Quand le pèlerin sera là, il va être des pèlerins. Je pense que nos pèlerinages soient exaucés et les prières que nous formulons en faveur de nos populations, en faveur de notre pays, en faveur de notre autorité, en faveur de notre président général Mamadi Doumbouya, que ça soit exaucé, car un pèlerinage exaucé n'a aucun prix que le Jannah. Que Dieu fasse qu'on soit parmi les Jannah. Amin. Merci Elhadj d'être intervenu sur nos antennes. Oui, Elhadj Bondi, l'atmosphère, vous l'avez déjà rappelé. Est-ce que vous nous recevez, Elhadj Bondi? Oui. Je vous reçois. Allez-y. Je vous reçois, je vous repasse directement un pèlerin venu du CNT, il s'agit de l'honorable Mamadou Togo qui va tout à l'heure vous donner, depuis qu'il est arrivé ici, de Médine jusqu'à Maka, ce qui s'est passé en tant que pèlerin. Bien. Alaykoum salam. Il faut le rappeler, Mamadou Togo qui est aujourd'hui au CNT, conseiller national du côté du CNT. Est-ce que comment se passe cette journée de ce côté? Vous êtes pèlerin venant de la République de Guinée. Quelles sont les dispositions prises depuis que vous êtes là-bas? On l'a rappelé, de Médine en passant par Arafat. Quels sont les dispositifs que vous avez observés, dispositifs sanitaires, sécuritaires également? Nous tenons personnellement, pour commencer, à féliciter et à remercier le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Parce qu'aujourd'hui, il faut oser le dire avec toute fierté, ici, c'est qu'on vit ici. Parce qu'ici, il n'y a pas un conseil, il n'y a pas un ministre. Nous sommes tous des pèlerins, nous sommes tous hommes de Dieu. Mais les gens sont pris au même pied d'égalité avec respect et considération. Premier aspect. Second aspect, féliciter le gouvernement, féliciter le chef de gouvernement, M. Baouri, à travers aussi le secrétariat général des affaires religieuses, qui est en train de porter l'action du gouvernement de ce côté. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont témoigné ce que les Guinéens vivaient il y a quelques années. Ça a beaucoup changé. Ça, nous, moi personnellement, c'est ma première fusée vers l'Arabie Saoudite, mais je suis très fier du travail abattu par le secrétariat général des affaires religieuses de la République de Guinée. Contrairement à ce qu'on a dit aussi nos collègues des autres pays. Mais il y a un gros travail qui a été mis en place et c'est à l'actif des autorités guinéennes, c'est à eux à féliciter. Cependant, l'organisation se passe très bien. Nous, depuis notre arrivée à Médine, jusqu'ici, il y a une ligne d'organisation aussi à respecter et aussi à féliciter. Nous, le matin, jour d'Arafat, on a réussi à aller jusque le mont Arafat et faire des bénédictions. Pas que nous, parce que pour que nous, que ça marche nous, il faut bénir la Guinée, il faut bénir le chef de l'État, il faut bénir les Guinéens, il faut bénir pour que la Guinée, que le Guinée soit respecté par le monde. Et ces actions que nous sommes en train de vivre ici montrent que oui, la Guinée va restaurer le blason et la Guinée mérite d'être respectée. Moi, je suis très honoré d'être là et de faire mon acte. Le acte, c'est le cinquième pilier de l'islam. Fils né dans l'islam, grandi dans l'islam, entre les Doudé et les Tindodjé, me retrouver dans ça, je ne peux que dire, alhamdoulilah rabbil alamin, dire merci à mes parents, merci à la présidence de la République, merci au gouvernement, aussi merci au CNT, parce qu'il faut aussi le dire, si on a réussi
à avoir ça, c'est parce que c'est le CNT qui ordonne, qui corrige, qui suit l'action gouvernementale. Aujourd'hui, l'argent que les ministres sont en train de dépenser, c'est des lignes budgétaires votées à travers la loi de finances, soit initiale, soit rectificative. Bien, et là, Stock. À part. Là, je m'en moque d'Amine quand même. Désormais. Non, ça fait rien. Ça fait rien. Ouais, mais ce qu'il faut dire, c'est que désormais, vous n'êtes plus Mamadou, Mamatok, mais là, Stock. Non, ça fait rien. Ça fait rien, absolument. Alors Elaz, ce qu'il faut dire, c'est que vous êtes dans une situation d'une profonde spiritualité avec le monde entier. Dites-nous comment ça se passe avec ce brassage de plusieurs cultures de ce monde-là. Et ça vous rappelle quoi en tant que Guinéen? D'abord, ici, il n'y a pas de, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de haut cadre, il n'y a pas de petit cadre. On ne voit qu'ici que le Guinéen. Parce que tout le monde sont dans leur Ibran en blanc. Et c'est là, c'est le plus important. On ne remarque que le Guinéen parce qu'on te demande si c'est la Guinée, tu représentes la Guinée. Et c'est le monde entier c'est des millions de pèlerins qui sont là. Et ça, c'est l'aspect la plus importante. Et la première prière que nous faisons tous en tant que Guinéens, c'est pour que la Guinée vive cet espoir que le monde entier est en train de vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Et nos autorités sont en train d'aller dans ce sens. Bien. Et on prie pour que cela se développe et que cela marche. Et c'est le plus important. Moi, je suis une personne très heureuse. Et cette année, on est 12 conseillers qui sont là. Mais ça, c'est la vision portée par le président de la République. Bien. Aussi le président du Conseil national de la transition, à l'instar du docteur Danta Kourma, le passage dont j'ai dit merci à Albarka pour la confiance. Merci Elage, et bon pèlerinage à vous du côté de Arafat. Merci vraiment. Oui, Ali Bondi Conté, oui, nous vous écoutons, vous avez fait le tour. Abdallah, on n'a pas terminé. Maintenant, pour clôturer, je vous passe le conseiller, c'est-à-dire le président de la commission de la délégation de primature, qui va tout de suite vous livrer ses impressions avec le conseiller. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, Abdallah. Merci d'accepter d'intervenir sur Kavi Média. Vous êtes à l'instant à Arafat. Arafat, étape importante et cruciale pour non seulement les pèlerins, mais également les musulmans du monde entier. Aujourd'hui, comment vivez-vous ce jour symbolique, ce jour religieux et très important pour d'abord votre vie, vous qui êtes sur place, et la vie du monde entier? Merci avant tout de m'avoir sollicité. Juste pour rappeler, je suis Dr Touré Dimidine, le conseiller du Premier ministre en charge des télécommunications. Donc, comme vous le dites, effectivement, je suis présentement à Arafat et ça fait plus d'un mois que je suis venu ici au compte du Premier ministre pour les activités et aussi à travers le soutien du cabinet du président de la République. C'est une très bonne ambiance. C'est une très bonne activité que nous vivons ici. Quand on sait que Arafat est le jour quasiment le plus important pour les musulmans, en ce qui concerne notamment le pèlerinage. Donc se retrouver ici avec tous les Guinéens, toute communauté confondue, tout ministère confondu, mais vraiment en toute inclusion, parce qu'on parle ici de la Guinée. On parle des Guinéens, parfois certains qui sont venus de l'étranger, de la diaspora guinéenne, qui se retrouvent avec nous. Et donc nous retrouver tous dans une ambiance religieuse de foi, mais également dans une ambiance où véritablement nous soutenons le pays à travers nos prières, est une ambiance extraordinaire, incroyable. Donc nous le vivons de la meilleure des façons. Et aujourd'hui, il faut saluer l'organisation qui permet à tout un chacun d'être épanoui et de vivre la foi pleinement afin que nous puissions rentrer en tant que Hadja et Elage pour notre pays. Donc, dernière question, certes. Aujourd'hui, vous avez rappelé quand même cette bonne organisation. Comparativement aux autres années, qu'est-ce qui a changé selon votre constat? Donc, disons, étant à ma première visite ici, je peux vous dire que les choses ont véritablement changé parce que par le passé, en étant à la primature, nous avons régulièrement des rapports sur les différentes missions qui sont effectuées où chaque année, il y a des membres de la primature qui sont présents et donc par conséquent qui font des rapports sur les Hajj précédents. Ce qu'on peut dire, c'est au niveau
de la logistique. Les déplacements ont été fluidifiés. Nous avons des guides depuis Conakry qui ont été mis à disposition de tous les pèlerins. Au moins pour chaque 22 groupes de 22 pèlerins, on a un guide. Donc, au-delà, les déplacements ont été faits de manière coordonnée à travers une logistique bien huilée, les bus qui sont mis à disposition depuis Conakry. Et on se retrouve ici aussi avec les bus, avec des agents parfois aussi saoudiens qui sont à disposition pour nous faciliter le logement, le manger et la nourriture, mais également les différentes orientations sur les lieux saints, depuis Médine jusqu'à la Mecque et aujourd'hui à Arafat. Donc ça, c'est un gros changement. 2, c'est le manger. Parfois, les gens se sont beaucoup plaints. Aujourd'hui, la qualité s'est améliorée. C'est aussi les dortoirs. Quand on est dans un moment de pénitence, il ne s'agit pas ici de mettre l'accent sur le confort. Il s'agit de mettre l'accent sur la pénitence, de bien vivre ensemble avec dans la foi, dans la piété. Et donc, là aussi, aujourd'hui, à Arafat, où nous sommes présentement, nous avons des tentes climatisées qui permettent à tout un chacun d'avoir au moins un petit lit où il peut se reposer et puis faire ses invocations. Comme on a dit, c'est le moment fatidique. Donc, quand le corps est bien, quand on est bien reposé, quand on a bien mangé, alors il va sans dire qu'il est plus facile de faire ses invocations pour soi-même, pour ses proches, pour le pays et également pour toute la nation. Merci, en tout cas, merci, Docteur Touré. Une dernière question. Monsieur Touré, depuis quand même le début de votre séjour, est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez été confronté quand même à certaines difficultés au-delà de cette description que vous venez de faire? Si ces difficultés ont-elles existé, de quelle nature elles sont, où elles ont été? Bon, les difficultés existent toujours quand il s'agit d'organiser plus de 10 000 personnes dans un pays qui est étranger de surcroît. Mais comme je le disais tantôt, nous ici, on peut saluer, on peut mettre l'accent sur les efforts faits par les autorités, les efforts faits par tous les Guinéens qui sont présents ici pour pouvoir faciliter la vie à ces gens. Et aujourd'hui, comme je le dis, dans le chemin de Dieu, ces difficultés sont véritablement à relativiser. Souvenez-vous, nos parents, quand ils venaient à la Mecque, où on n'avait pas toutes ces mobilités. Souvenez-vous, les premières personnes, le prophète, paix et salut sur lui, quand eux, ils venaient à la Mecque. Alors aujourd'hui, moi, je suis fier. Je veux dire qu'on doit continuer à améliorer la gestion humaine, mais dans l'ensemble, c'est plutôt positif. Et je mentionne le fait que lorsqu'on se réunit ici, les Guinéens viennent de tous les horizons. Parfois, c'est leur premier voyage parce qu'ils n'ont jamais pris l'avion. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment complexe. Et quand on arrive à faire comme ce qu'on a fait aujourd'hui, où ces gens qui n'ont parfois jamais habité dans des maisons sous des tentes, utiliser certains types de logistique, alors je dirais qu'il y a eu beaucoup d'efforts appréciés. Mais il va sans dire qu'il y aura un rapport substantiel à la fin de ma mission qui permettra aussi d'améliorer certains points de l'organisation. Merci. Merci, docteur, d'être intervenu. Oui. Merci et bon pèlerinage à vous du côté de Arafat. Et là, merci bien. Et là, je m'en dis, nous allons donc... oui, 1 minute, ça vous reste 2 minutes. Hein. Et là, ça vous reste 2 minutes, hein, rappel. 2 minutes. 2 minutes. Allez-y. 2 minutes, je vous passe du cas, tu vas vous résumer en termes de... Oui, bonjour. Et là, je m'en dis, vous nous recevez? Bonjour. Bonjour. On a un souci de réseau. Hein. On a un souci de réseau de ce côté. Michel Ouamounou va en tout cas gérer ça. Parce que... Allô, vous nous recevez? Bonjour, présentez-vous et nous savons déjà que vous êtes du côté de Arafat. Présentez-vous pour nos auditeurs et téléspectateurs. Un problème de connexion toujours, hein. On a un problème de retour. Kandé Sanko, on a un véritable problème de retour. Vous nous recevez?
Arafat, un jour très important pour les fidèles musulmans et les pèlerins du monde entier. On était en direct du mont Arafat où des pèlerins guinéens sont déjà présents, qui sont en train d'effectuer leur pèlerinage. Vous avez écouté les différentes interventions, l'organisation, quelques efforts consentis par les autorités guinéennes aujourd'hui, des pèlerins qui quand même ont une très belle appréciation de l'organisation qui tant bien que mal doit s'améliorer d'année en année. On passe à cet autre sujet. À quelques heures de la Tabaski, les déplacements s'intensifient sur les différentes routes. De nombreux citadins prennent d'ailleurs la direction des villes de l'intérieur du pays pour rejoindre leurs familles respectives. Le trafic devient dense et donc un risque accru d'accidents. À Conakry, la circulation devient plus fluide et cette fluidité incite certains conducteurs à l'excès de vitesse. Mohamed Leba. Ouais, c'est un véritable casse-tête, un véritable problème aujourd'hui, malgré quand même les efforts consentis par les autorités, ça et là, en termes aujourd'hui de dispositifs sécuritaires pour permettre quand même d'éviter ces cas d'accident. Il faut quand même le dire déjà que nous sommes à environ au moins 3 cas d'accident depuis, disons, le début de cette ruée vers l'intérieur du pays pour la célébration de la fête de Tabaski. Il faut souligner qu'il y a un jeune homme qui est décédé hier dans un accident. Et ce matin, on nous signale aussi un autre accident à l'entrée de Mamou. Il y a un autre accident, je crois, sur la nationale l'abbé Mali Mbere, je crois bien. Donc aujourd'hui, cela encore davantage interpelle les autorités. Mais au-delà, il faut quand même se dire qu'il y a un déploiement massif quand même des forces de sécurité. Il suffit juste de voir ici à Conakry et aussi à l'intérieur du pays. Nous allons commencer par Conakry ici avec les grands carrefours. Et déjà nous voyons des agents de sécurité, notamment la police, la gendarmerie, et qui sont en train quand même de veiller sur la prudence ou le respect quand même en termes de conduite, de vitesse et surtout aussi téléphone volant des conducteurs notamment imprudents. De l'autre côté, il faut parler de Cancan, où le président de la République séjourne actuellement, où il prend part quand même à la célébration de cette fête de Tabaski auprès des siens. Alors un important dispositif sécuritaire couvrant quand même tous les ronds-points et carrefours avec mobilisation notamment conjointe de la police, gendarmerie et sécurité routière, notamment en raison de cette présence, il faut le dire, à Cancan c'est très renforcé, mais de l'autre côté il n'y a pas que Cancan en Guinée. C'est moins aujourd'hui. C'est vrai que la volonté y est de sécuriser, disons, tout le territoire national pour préserver ou prévenir quand même ces cas d'accident. Mais aujourd'hui, le ratio en matière d'agents reste encore un autre défi à relever parce que par endroit, il n'y a pas suffisamment d'agents qui puissent quand même permettre réellement de lier ces différents discours quand même, disons, aujourd'hui à la réalité, parce que de l'autre côté il y a de véritables problèmes, notamment d'inspection de véhicules, parce que pour prévenir quand même, disons, ces cas d'accident, il devrait y avoir au moins le déploiement quand même des équipes pour vérifier à chaque fois, surtout l'état mécanique quand même des véhicules au niveau des gares routières. C'est vrai qu'il y a quand même des dispositifs qui sont pris à main endroit, mais il faut quand même dire que c'est pas dans toutes les gares routières. C'est vrai, à Bambeto, il y a au moins 1000 dispositifs sécuritaires, à Matoto également. À Matam, c'est un autre cas. À Madina, c'est un autre cas. Donc, il faut dire aujourd'hui qu'il y a quand même ces facteurs que le gouvernement n'est pas totalement, disons, parvenu quand même à trouver une solution par manque, je ne sais pas, peut-être par manque d'agents, mais le ratio aujourd'hui, il y a un véritable problème. De l'autre côté, il faut aussi saluer cela. Il y a des sensibilisations ou des campagnes même de sensibilisation ciblées au niveau de ces gares routières-là. Ce sont des sensibilisations notamment sur les risques liés à la vitesse, à la surcharge et à l'usage du téléphone au volant, à la consommation de stupéfiants. Nous allons
nous allons aller pas à pas et notamment parler de la surcharge. Parce que souvent, au niveau des gares routières, c'est un fait courant et souvent, c'est ce qui, d'ailleurs, même conduit au déséquilibre concernant, disons, les véhicules et finalement, arrivent ces cas d'accident-là. Et puis, la plupart mortels et surtout sur la route nationale numéro 1. Donc, il y a aujourd'hui un engagement quand même disons, des syndicats de transporteurs, une stabilisation des tarifs notamment, mais surtout aussi la création des brigades aujourd'hui civiles pour surveiller ces abus malgré les coûts élevés des trajets à vide, surtout au retour, parce que il y a des chauffeurs aujourd'hui, on sait quand même que si on part à l'intérieur du pays, tout le monde y est. C'est pas maintenant que la majorité, enfin, parce que Conakry c'est vide, hein, pour ceux qui ont l'habitude de conduire. Toi tu es là à Conakry, donc Conakry c'est vide, hein, pour tous ceux qui sont en tout cas, ceux qui ont des villages, on va l'appeler comme ça. Tous ceux qui ont ça, on va voir après. Nous on surveille la capitale. On va voir après. Il y a Tabaski Yimbaya, Tabaski Koloma. Donc aujourd'hui, il y a des comportements à risque malgré les consignes sur les accidents graves qui surviennent. Je l'ai déjà dit et je les ai rappelés 3 cas. Il y a aujourd'hui aussi le rôle quand même critique des motos parce que il y a presque 60% aujourd'hui d'implication ou des accidents, les motos sont impliquées parce que par prudence, parfois, ou par, disons, souvent vitesse incontrôlée et puis panique dans la circulation, notamment même accidents par endroits provoqués à travers des dépassements qui ne sont pas, ou qui sont, disons, naturellement qui défient les règles, évidemment, de toutes les règles quand même disons, de bonne conduite, notamment des codes, du code de la route. Il y a un véritable problème avec aujourd'hui les motos, parce que selon les statistiques et même des agences aujourd'hui, dans ce sens-là ou dans ce secteur reconnu et certifié même par notre gouvernement, dans 60% des accidents, ces motos sont aujourd'hui impliquées. Donc de l'autre côté, il y a forcément des recommandations clés aux usagers, notamment la protection civile. Il faut parler d'abord de vérification des véhicules, notamment du contrôle des pneus, freins et éclairage surtout, avant tout départ, parce qu'on parle de l'intérieur du pays. Aller à l'intérieur du pays, c'est pas comme à Conakry où la lumière... Le contrôle technique en gros. Le contrôle technique, ça a été, disons, un rêve pour les Guinéens. On en a beaucoup parlé, des projets aujourd'hui qui sont, disons, en grande partie encore dans les tiroirs. C'est vrai qu'il y a des efforts aujourd'hui consentis dans ce sens pour que ce beau rêve devienne réalité, mais il faut dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup à faire parce que dans ces règles de conduite, avec l'interdiction notamment de conduire sous alcool ou fatigue, limitation stricte de la vitesse, les dépassements, des vidéos même parfois qui deviennent virales, qui circulent sur les réseaux sociaux, on constate carrément que ces efforts des autorités aujourd'hui ne sont pas en train quand même de payer. Parce que au-delà même de cette sensibilisation, de ces campagnes ciblées aujourd'hui, il y a un véritable souci de compréhension de la part des conducteurs d'engins roulants. Parce que chacun se dit qu'on est propriétaire de notre âme, de notre engin, on roule comme on veut, et parce que tout simplement on s'est dit il n'y a pas d'agent presque, parce que le ratio c'est un autre problème ou un autre défi, il n'y a pas d'agent sur la route, personne ne peut nous dire ou nous imposer, c'est-à-dire le respect scrupuleux de ces différentes règles pour la bonne conduite et surtout pour éviter ces cas d'accident. Donc il faut aujourd'hui dire qu'en matière de protection civile, avec ces différentes alertes concernant des messages de prévention avec le numéro d'urgence qui existe, il y a aussi de véritables problèmes et surtout cette campagne de sensibilisation devrait quand même continuer jusqu'à même après cette fête. Avant, pendant et après. Après, oui, mais sauf que souvent, malgré, je l'ai dit, malgré ces sensibilisations, il y a toujours des brebis galeuses, il y a toujours des cas d'accident et malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de voir et on prie Dieu quand même
même que ces accidents se limitent à ces 3 pour le moment. C'est pour le moment, jusqu'au moment où on entrait en studio, ce sont ces 3 cas d'accidents qu'on connaissait. Dont il y a eu des morts, hein. Sinon il y a d'autres accidents qu'on déplore. Qu'il y a eu des morts, notamment l'accident à l'entrée de Mamou. On nous signale qu'il y a eu des morts. Donc aujourd'hui, il faut beaucoup faire attention avec l'état de la route, parce que ce n'est pas toutes les routes aujourd'hui qui sont en bon état. Oui. Et même les routes qui sont en bon état aussi. Il faut faire très attention. L'étroitesse quand même de ces différentes routes aussi qui sont en bon état. Donc c'est un autre problème. Donc il faut aujourd'hui appeler à la prudence et surtout au respect de ces différentes règles pour éviter ces cas d'accident. Au-delà de la ruée vers l'intérieur, il y a aussi cette réalité à Conakry qui se vide. On voit moins d'embouteillages, de bouchons par endroit, ce qui occasionne, tu l'as rappelé, l'excès de vitesse, même en pleine capitale. Là également, il y a des questions qu'il faut se poser. Oui, il y a des questions qu'il faut se poser, et notamment cela quand même appelle, disons, à la responsabilité personnelle de tout un chacun. Vous êtes certes aujourd'hui propriétaire de votre âme, ça vous appartient pour vous. Il y a Dieu aussi qui peut avoir besoin de vous à tout moment, mais il ne faut pas provoquer quand même. Et aujourd'hui, c'est pas parce que nous voyons la route qui, avec cette fluidité, notamment, vous pouvez aller à 100 à l'heure ou à 200 à l'heure, il faut aussi penser à la vie des autres. Si vous ne tenez pas beaucoup à votre vie, il faut au moins tenir à la vie des autres. Parce que aujourd'hui, toucher à un seul engin, vous pouvez aller, c'est-à-dire donner des dégâts à beaucoup de dégâts. Donc il faut aujourd'hui beaucoup s'accentuer sur cette prudence-là et se dire qu'à tout moment, des accidents peuvent surgir de nulle part, et à tout moment, quelqu'un ou un enfant ou disons même une bête peut sortir devant vous. Donc il faut aujourd'hui appeler à cette responsabilité personnelle de tout un chacun dans la conduite, et surtout veiller au respect de ces différentes règles. Ça peut sauver des vies. Sauver des vies. On n'a pas pu joindre notre invité qui, à l'instant où nous produisons cette émission, est en conclave avec le syndicat des transporteurs. Ce n'est que partie remise. Peut-être que d'ici la fin de cette émission, nous allons revenir, pourquoi pas, sur ce sujet très important, cette période de fête. Mais en attendant, la Guinée poursuit sa quête d'indépendance énergétique. Le pays va bientôt accueillir une nouvelle microcentrale hydroélectrique. Ce sera à Kéno, sur le fleuve Makona, ce mardi 3 juin 2025. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a ratifié l'accord signé en mars 2021 avec la société Kama SA. Cette initiative vise, je le rappelais tantôt, à renforcer la couverture du réseau électrique, en particulier dans les zones rurales où l'accès à l'électricité reste encore un défi majeur. Diallo. Absolument une avancée pour plusieurs observateurs dans le cadre de cette souveraineté énergétique dont on caresse l'idée depuis un bon bout de temps dans notre pays ici. Le barrage de Kéno qui deviendra plus loin ce qu'on appelle disons une centrale disons hydroélectrique, oui, justement une micro-centrale hydroélectrique qui pourra, au-delà de la ville de Guékédou, puisqu'il faut rappeler, le fleuve de Makono, c'est dans la préfecture de Guékédou, et qui, il faut le rappeler, avait déjà une centrale, mais qui n'avait pas justement une capacité suffisante de pouvoir alimenter la ville. Donc une capacité de 2 mégawatts et qui justement jusque-là ne couvrait pas toute la journée. Donc 6 heures par jour. Donc il y avait un délestage qui était là et qui coûtait par endroit extrêmement cher à l'État guinéen. Vous vous rappelez effectivement, l'État doit pouvoir, à travers les combustibles qui doivent aller avec l'alimentation du courant électrique au niveau de ce barrage qui existe là, de ce petit barrage qui est là, 9 milliards par mois, c'est ce que l'État devrait justement pouvoir payer. Alors ça veut dire tout simplement que si nous réussissons à mettre en place ces micro-barrages qui en gestation, dont la promulgation est intervenue le 3 juin passé, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, la région forestière en partie doit pouvoir effectivement connaître une véritable indépendance énergétique. Et je pense que ça vient à point nommé où la préfecture de Macenta
de Kissidougou et de Guéguédouf deviennent de plus en plus, disons, l'épicentre agricole de notre pays, où il y a plusieurs, disons, cultures qui sont pratiquées de ce côté-là. Donc, pour revenir un peu sur cette centrale, cette microcentrale dont on parle, il faut le rappeler tout simplement que c'est un micro-barrage qui permettra d'alimenter en électricité les villages dont nous venons de citer aujourd'hui, qui composent les 3 préfectures, de soutenir le développement du secteur agricole, puisque c'est un projet à multi-usage. Au-delà de la fourniture de l'énergie, ça permettra aussi de faire développer l'agriculture dans ces différentes localités-là, mais aussi, justement, permettre l'addiction en eau potable. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très fondamental. L'accès à l'eau potable, c'est un défi existentiel dans notre pays ici. Et je pense que dans la même foulée aussi, il y a eu deux accords qui ont été signés en ce qui concerne justement l'addiction en eau potable dans la préfecture de Koubia, de Fria, mais aussi de Lola, si je ne me trompe pas. Donc c'est pour autant dire qu'aujourd'hui, ce projet, en l'espèce, est un véritable ouf de soulagement pour la population forestière en partie, puisque ça concerne que les 3 grandes préfectures qui composent la région forestière. Et je pense que, Abdallah, un accord qui, il faut le rappeler, a été signé depuis 2021, il faut le rappeler, mars 2021. C'est en mars 2021 que cet accord a été signé, donc sous l'ancien régime. Il faut le rappeler. Sous Alpha Condé. C'était en mars 2021. Voilà. Donc l'État, c'est une continuité. C'est une continuité, oui, il faut le rappeler. Ça part tous de quelque part. Et ceci dit, il y a eu cette adoption qui est intervenue en février passé, et je crois que finalement, le président le chef de l'État a dû promulguer cet accord-là, et je pense qu'aujourd'hui nous sommes pleinement là-dedans. Ça veut dire que c'est un acquis, mais il faut rappeler c'est un BOT. C'est un BOT, et là ça ne rentre pas directement dans le portefeuille de l'État. Justement, c'est voilà. On nous parle de plusieurs années. On nous parle, comme on le dit en anglais, c'est Fluid Operate Transfer. Comme c'est le cas de ce barrage de Kaleta. Non, Swapiti. Swapiti, oui. C'est en Guinée, mais c'est les autres qui ont construit, qui ont financé. Mais ça veut dire pour l'instant, effectivement, ils doivent pouvoir bénéficier de tout ce qui est investissement avant de transférer l'ouvrage ou l'infrastructure à la Guinée. Mais tout serait-il qu'aujourd'hui, ça nous permettra, dans les années à venir, justement, de jouir de ces barrages-là qui viennent à point nommé. Ce qui est très important. On parle de capacité, c'est pourquoi je demanderai à la réalisation de nous projeter ce projet, puisque tu l'as rappelé, c'était en mars 2021 que le projet a été quand même voté et étudié, analysé. On a en face, il y a les différentes recommandations. Aujourd'hui, il faudrait quand même se poser la question sur ces recommandations, puisqu'on parle déjà de la capacité. Ce projet, on l'a dit, tu l'as rappelé, prévoit la construction d'abord d'un barrage et d'une centrale électrique d'environ 7,2 mégawatts, afin d'améliorer, tu l'as dit, l'électricité, l'alimentation en électricité, l'agriculture, l'eau potable, l'accès à l'eau potable. Merci. Ce qui est très important. Aujourd'hui, voici ce qui a été recommandé. Allez-y sur l'autre image pour nous aider, Salimatou. Ça va nous aider du côté du développement. Voici un barrage d'une longueur de 80 mètres et une hauteur maximale de 14,25 mètres. Une centrale électrique, on l'a rappelé, d'une puissance de 7,2 mégawatts. Un poste transformateur de 6,3 sur 34 kVA, kilovolts, quelque chose. Kilovolts, c'est ça. Donc, il y a la ligne moyenne tension pour desservir les villes, tu l'as dit, de Guékédou, de Massanta et de Kissidougou. Mais il y a le coût, Yaya, qui a été rappelé, même par les différentes informations, par l'accord cadre, qui est de 45, quelques poussières. Et ça, c'est très important, parce que ça a été rappelé là, 45,49 millions de dollars, dont 29 995 000 pour la construction du barrage et du poste. La durée de la concession, tu l'avais déjà dit, c'est là intervient le BOT, justement. Et il faut le rappeler, Diallo. Justement. Ça veut dire que c'est après 25 ans,
puisque la durée de la construction est de 4 ans, il faut le rappeler, ça veut dire tout simplement que la construction va durer sur 4 ans. Après les 4 ans, on obtiendra une infrastructure opérationnelle. Et à partir de là, sur 25 ans, c'est après les 25 ans, disons, que voilà. La centrale sera, c'est comme c'est mentionné. L'infrastructure reviendra à la Guinée. Transférée, gratuitement. Gratuitement, désormais à la Guinée, après que ceux qui ont investi, c'est là aussi, hein, ceux qui ont investi, on dit justement avoir... premièrement d'abord premièrement d'abord obtenir l'investissement englouti, mais aussi bénéficier de ces investissements là. Donc ça veut dire tout simplement mais il y a aussi des obligations. Absolument. Comme c'est mentionné. Oui, justement, des obligations dont il faut effectivement essayer de respecter, notamment liées à un certain nombre de standards environnementaux, mais aussi et surtout le respect d'un certain nombre de principes qui sont déjà justement mentionnés sur ce document. Et comme on le rappelle, il y a les obligations de l'État et du concessionnaire. Justement. Très important, parce qu'après tout, ils vont dire, bon, ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent peut-être ne comprennent pas qu'il ne suffit pas simplement de signer un accord. L'accord peut être signé. Les obligations des deux parties doivent être respectées. Oui, et si que Salima tout remonter un peu pour qu'on aille rapidement avec ces différentes obligations, avec directement, on a les obligations de l'État guinéen. Avec plusieurs conditions. On parle là de conditions suspensives à remplir par l'État. Justement, on parle de la remise du cautionnement aux concessionnaires. Ensuite, on parle des attributions des droits fonciers nécessaires à la construction et à l'exploitation de la centrale, ainsi qu'aux installations de raccordement. Ensuite, on parle de l'obtention des autorisations et permis nécessaires pour la construction de la centrale, des installations de raccordement et la réalisation du closing financier. Ensuite, l'approbation de l'étude d'impact environnemental et social, mais aussi la mise à disposition gratuite d'un site pour les installations des raccordements, accompagnement du financement du plan des gestions environnementales et sociales, garantie des droits du concessionnaire et de partenaires incluant la liberté de mobilisation des fonds, la possibilité d'importer des matériaux, d'engager du personnel et de la non-expropriation, il faut le rappeler, des biens du concessionnaire. Ensuite, délivrance de visas d'entrée pour le personnel expatrié. Ça, c'est côté guinéen. Justement. Obligation du concessionnaire, donc la société Kama SA en l'occurrence. Nous avons des conditions, comme on l'a dit, suspensives à remplir par le concessionnaire, donc la société Kama SA. Premièrement, soumission de demande pour les autorisations nécessaires dans un délai de 90 jours. Réalisation d'une étude d'impact environnemental et social conformant aux normes en vigueur, aux standards internationaux dans un délai de 90 jours suivant la signature. Ensuite, la signature du contrat EPC conformant au terme de la convention de concession. Deuxième élément, engagement du concessionnaire. Élaboration d'un plan détaillé d'aménagement et des installations de raccordement dans les 90 jours suivant le début des travaux conformant aux spécifications techniques et aux lois en vigueur. Ensuite, la désignation d'un ingénieur indépendant pour la procédure de mise en service après une consultation restreinte. Ensuite, la mise en service, la mise en service de la centrale dans un délai de 48 mois et à réaliser le closing financier dans un délai de 8 mois. Donc si ces obligations ne sont pas respectées, on peut dire, Yaya, qu'on peut dire au revoir à ce projet. Absolument. Et je crois que c'est important à un certain niveau que toutes les deux parties puissent premièrement d'abord s'approprier de ces documents-là, puisque ça pose souvent problème. Le non-respect de ces clauses peut être imputable à l'État guinéen, comme cela peut être justement imputable justement à la société Kama SA. Mais je pense que déjà il y a des responsables, il y a ce qu'on appelle un comité mixte qui doit être mis en place, composé de l'État guinéen mais aussi de la société pour le suivi de l'évaluation de ce projet-là. Donc ça veut dire tout simplement que s'il y a des manquements que la société peut constater de la part de l'État,
on peut mentionner cela ou faire état de cela au niveau de ces comités mixtes-là. Il en est de même aussi pour l'État, si on constate du manquement déjà de la part de la société Kamaessa, tout cela peut être mentionné et interpeller éventuellement la société ou l'État pour que les deux parties puissent respecter mutuellement les engagements qui se sont justement soumis. Merci Yaya pour ces détails. Merci. La pause derrière, nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire où 4 figures marquantes de la vie politique sont exclues ou absentes de la liste définitive, la liste électorale définitive. C'est tout à l'heure. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement.
Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité sur nos différentes plateformes. On ne vous a pas oublié, auditeurs et téléspectateurs. On pense à tous qui nous suivent en direct. Et là, je m'en mets de Bangoura, Dina Sarl. On parle de Silla rue 15, hein, de ce côté qui nous écoute et qui nous regarde à l'instant. Vous êtes nombreux. Docteur Mamadi. Et assez d'auditeurs et de téléspectateurs qui nous laissent des messages que nous ne relayons pas, hein, pour le moment, à cause de cette nouvelle dynamique que vous allez comprendre. Continuer à soutenir nos différentes pages, notamment Facebook, nos pages TikTok, Instagram et YouTube. Allez vous abonner pour donner plus de force à cette émission et à ce média. En Côte d'Ivoire, je le disais, la liste électorale définitive pour la présidentielle d'octobre prochain vient d'être publiée. 4 grandes figures de l'opposition en sont absentes. Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro. Leur exclusion confirmée par la commission électorale indépendante ce mercredi écarte toute possibilité de candidature sauf rebondissement. On y va avec ces explications de Mamadou Tanouba. Derrière, on se retrouve ici en plateau avec les débatteurs et notre invité. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Tidjane Thiam et Guillaume Soro sont définitivement exclus de la course à la présidentielle et ne pourront pas voter. C'est une annonce faite ce mercredi par la commission électorale indépendante. Tidjane Thiam du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principal opposant, a été radié au mois d'avril suite à une décision de justice qui remet en cause sa nationalité lors de son enrôlement sur la liste électorale. Laurent Gbagbo, ancien président, et son bras droit Charles Blé Goudé et l'ancien premier ministre, désormais en exil Guillaume Soro, ont été radiés de cette liste depuis plusieurs années en raison de condamnations judiciaires et n'ont jamais été réintégrés. Ibrahim Kuber Koulibaly, président de la CEI, chargé d'organiser les élections, a affirmé le lundi 2 juin qu'aucune révision de la liste électorale n'aura lieu avant le scrutin du 25 octobre en Côte d'Ivoire. Les principaux leaders d'opposition ont dénoncé un manque d'indépendance de la commission électorale indépendante. Mardi soir, le PDCI a annoncé que Tidjane Thiam avait saisi le comité des... Vous l'avez compris, auditeurs et téléspectateurs, c'est en tout cas officiel. Ces figures marquantes sont pour l'heure, si on peut l'appeler comme ça, avec des mesures de prudence, exclues de la liste électorale définitive publiée par la CEI, Commission électorale ivoirienne. Quels sont les impacts de cette décision sur la scène politique? Nous faisons le point avec Ibrahim Youssouf Diarra. Il est enseignant et observateur de la vie politique ivoirienne en direct de la Côte d'Ivoire. Bonjour, Monsieur Diarra, bonjour, bienvenue. Bonjour, Monsieur Camara. Merci d'accepter notre invitation, merci d'intervenir chez nous sur Kavi Média. Je vous en prie. Et, vous avez suivi, comme nous, la publication définitive de la liste électorale avec des figures non des moindres qui sont absentes, il faut le rappeler. Dites-nous comment les Ivoiriens et les partis politiques concernés ont accueilli cette nouvelle.
Merci, M. Camara. Les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ne sont pas surpris. Il faut dire que ces temps-ci, il y a eu énormément de débats autour de leur acceptation sur la liste électorale, ou pas, surtout en ce qui concerne le cas de M. Tidjane Thiam. Il faut dire que les Ivoiriens ne sont pas surpris, puisque ils ont longuement débattu sur la question sur les réseaux sociaux. Ils savaient, ils s'attendaient, n'est-ce pas, à cela. Bien. En ce qui concerne les partis politiques, bien évidemment, ils crient à l'injustice et donc ils appellent leurs militants à se préparer, n'est-ce pas, pour d'éventuelles manifestations. C'est pourquoi je m'en vais poser cette autre question. Quelles peuvent être les conséquences de ces exclusions, si on peut les qualifier comme ça, sur le climat politique et notamment la participation électorale? Les conséquences, actuellement, il est difficile de toutes les évaluer, mais déjà l'opposition estime que la non-participation de leurs candidats, des différents candidats à ces élections, entache, n'est-ce pas, la crédibilité des élections d'octobre, tandis que le RHDP, lui, en ce qui le concerne, estime que nous sommes dans un État démocratique où les institutions de la République fonctionnent correctement, et qu'en tant que démocrate, il était vraiment important de respecter les décisions prises par les institutions. Et comme la CEI étant une institution, n'est-ce pas, il était important, n'est-ce pas, de respecter la décision de la CEI. Bien. Il est quand même important de signaler le dissuasement, n'est-ce pas, du discours politique de part et d'autre sur les réseaux sociaux. Mais il faut dire que tout récemment, le président de la République, le président Alassane Ouattara, a récemment affirmé lors de son discours pendant la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, que toutes les dispositions, n'est-ce pas, étaient prises pour préserver, n'est-ce pas, la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Oui, alors ça c'est avant la publication définitive de cette liste-là. Maintenant que la liste est définitive, comment justement faire la promotion d'un dialogue, d'autant plus qu'il y a 2 ou 4 figures, pour ainsi dire, qui sont définitivement exclus de la course à la présidentielle? Faire la promotion d'un dialogue, je pense qu'actuellement, il est difficile de dialoguer, puisqu'on est carrément dans un dialogue de sourds entre l'opposition et le parti au pouvoir. Chacun, l'opposition, qui demande à ce qu'il y ait une révision, n'est-ce pas, de la liste électorale, tandis que le parti au pouvoir estime qu'ils ne sont pas à même de commenter les décisions des institutions. Le président de la CEI, lui, affirme que nous sommes, n'est-ce pas, au thème d'une révision de la liste électorale et que la prochaine révision aura lieu après les élections, n'est-ce pas, d'octobre 2025. Donc c'est dans ce dialogue de sourds-là que nous sommes présentement. Donc on attend, n'est-ce pas, de voir ce que cela va donner pour la suite. Mais cette décision, est-ce qu'elle ne risque pas de fragiliser un tout petit peu, si on peut l'appeler, la légitimité du processus électoral aujourd'hui? Vous évoquiez tout à l'heure ce dialogue de sourds ou de muets. Et quand on sait déjà que la CEI dont on parle est décriée par l'ensemble de ces acteurs exclus, qui exigeaient sa révision à un certain niveau. Il faut dire que la CEI est composée, n'est-ce pas, des partis politiques en Côte d'Ivoire, des différents partis politiques. Des représentants. Certains se sont retirés, certains-ci. Oui, on est représentants. Voilà, les partis politiques ont des représentants, n'est-ce pas, au sein de la CEI. Certains, comme le PDCI et le PPACI, se sont retirés récemment de la CEI. Mais il faut dire aussi que tous ces partis politiques ici en Côte d'Ivoire ont contribué, n'est-ce pas, à l'installation et aux décisions qui ont permis qu'on ait cette CEI actuelle qu'on a aujourd'hui. Est-ce que cela va entamer cette décision va entamer la fragilité, n'est-ce pas, du processus électoral, la légitimité, n'est-ce pas, du processus électoral? Il faut dire aussi que la légitimité ne dépend pas simplement de l'inclusion, de l'exclusion des différents candidats. Il y a aussi le déroulement des élections qu'il faut prendre en compte. Il y a l'accès facile des citoyens au lieu de vote. Il y a le décompte, le taux de participation, la fiabilité du matériel électoral. Il faut dire qu'il y a tout ça jusqu'au, n'est-ce pas,
jusqu'à la proclamation des résultats, c'est après qu'on pourra, n'est-ce pas, déterminer de la légitimité ou pas, qu'on pourra décider de la légitimité ou pas de ces élections. Oui, de ces élections. Allez-y. Effectivement. Il faut rappeler aussi que, parlant d'inclusivité, les élections les plus inclusives en Côte d'Ivoire, c'était les élections de 2010. Mais on sait ce que ça nous a valu en Côte d'Ivoire. Ça nous a valu 3000 morts. Donc, exactement. Exactement, c'est pourquoi je m'en vais vous poser cette question. Vous-même, vous l'avez dit à l'entame de vos propos, que aujourd'hui, l'exclusion quand même de ces 4 figures, disons, de proue de l'opposition ivoirienne, aujourd'hui, risque quand même d'entacher, disons, ce processus électoral, même la crédibilité également de la présidentielle d'octobre 2025. Est-ce qu'aujourd'hui, ce scénario, on n'est pas encore en train d'aller vers ce qu'on a vu déjà en 2010? Est-ce qu'on est en train d'aller vers ce qu'on a vu en 2010? Les contextes sont différents, les époques ne sont plus les mêmes, il y a de nouveaux acteurs, l'atmosphère, l'environnement politique a énormément changé, mais il faut dire qu'actuellement les Ivoiriens, dans leur grande majorité, sont fatigués au fait. Donc, le discours des politiciens les touche très peu. Donc, ils sont très peu à répondre à l'appel, n'est-ce pas, de ces différents politiciens-là. Les Ivoiriens veulent la stabilité, la tranquillité dans leur grande majorité. Donc, de mon point de vue, il sera vraiment difficile qu'il y ait quelque chose. Mais nous sommes en politique, nous sommes en Afrique, il y a beaucoup de choses, on ne pourra qu'attendre à l'approche des élections ou au lendemain des élections pour voir réellement les conséquences de cette décision. Et pour pouvoir se prononcer. Alors, vous êtes observateur de la vie politique ivoirienne. Récemment, il y a l'opposition justement qui demandait un dialogue qui n'a pas été accepté justement par le pouvoir en place. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'inscrire dans la logique de la formation politique de Charles Blé Goudé en disant tout simplement que le RDH essaie tout simplement ou tente tout simplement d'écarter ses concurrents pour se rassurer en tout cas d'une victoire à la présidentielle prochaine? RHDP. Oui, le RHDP. Est-ce que vous êtes là, Monsieur Diarra? Une petite interruption. Et on va essayer de le joindre à nouveau et voir ce qui va. Mais en attendant, on a écouté notre invité sur cette actualité et ce dialogue qui est tant demandé. Il a rappelé, nous sommes avec des sourds. C'est lui qui l'a dit. C'est ni plus ni moins. Vous vous rappelez très bien que le meeting dernier, je crois que c'était le samedi dernier, qu'a tenu la CAPA, la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, composée de Charles Blé Goudé, de Tidjane Thiam, qui est intervenu à distance. Monsieur Diarra est là. Il est déjà là, oui. La question, gars. Monsieur Diarra, nous avons été coupés. On comprend avec le réseau. Je demandais à savoir aujourd'hui, en tant qu'observateur de la vie politique ivoirienne, il y a l'opposition qui a demandé ces derniers temps un dialogue qui n'a pas été accepté par le pouvoir en place, le RDH, le HRDP justement. Alors, est-ce qu'on peut s'inscrire dans la logique, dans les idées de Charles Blé Goudé, qui dit tout simplement que le RDH aujourd'hui tente d'écarter ses concurrents pour se rassurer d'une victoire à la présidentielle prochaine, vu tout ce qui se dessine? Il faut dire que en politique, on exploite, n'est-ce pas, les failles de l'adversaire. Ce qu'il faut signaler, c'est que l'opposition n'est pas préparée réellement à ces élections. L'opposition n'est pas préparée, que ce soit Tidjane Thiam, que ce soit au niveau de ses prises de parole ou même de son élection au niveau du PDCI-RDA, il y a des divisions en leur sein. Je pense qu'il serait beaucoup plus important pour l'opposition de mieux se préparer pour ces élections. Le parti au pouvoir, c'est tout à fait normal, c'est le jeu politique. Voilà, il use des moyens qu'il a, légaux, en tout cas en toute intelligence politique, sans vraiment, sans
c'est le jeu démocratique, au fait. Voilà, c'est le jeu politique. Chacun use des failles de son adversaire. Pour se repositionner. Pour se positionner. Voilà, donc, je pense que l'opposition gagnerait à mieux se préparer pour ces élections. Alors, je ne sais pas de quelle préparation parlez-vous, mais en attendant, revenons un peu sur Laurent Gbagbo, qui fut l'ancien président de la Côte d'Ivoire, l'OPDCI qui a connu Houphouët-Boigny, ensuite Henri Konan Bédié comme président de la République, donc qui ont des ancrages sociologiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que le fait de ne pas voir en face la réalité sociologique de la Côte d'Ivoire ne risque pas justement nous amener vers des lendemains incertains en Côte d'Ivoire? Vous pouvez reprendre, je n'ai pas bien saisi. Alors, je disais que là, l'écosystème politique ivoirien est de telle sorte que l'ancien président Laurent Gbagbo, qui a des ancrages politiques et sociologiques au niveau de la Côte d'Ivoire. De l'autre côté, nous avons le PDCI qui a connu Houphouët-Boigny, le tout premier président de la Côte d'Ivoire, mais aussi Henri Konan Bédié. Donc, des partis politiques qui ont ce qu'on appelle des assises sociologiques. Nous avons l'ancien Premier ministre Guillaume Soro aussi qui a, à travers son GPS aussi, une assise sociologique. Est-ce que vouloir, au nom du droit, exclure toutes ces personnalités-là ne comporte pas un risque majeur pour l'avenir de la Côte d'Ivoire? La clarification à faire ici, d'abord, c'est que ces personnes ont été exclues par décision de justice. Ces personnes ont été exclues par décision de justice. Le RHDP considère, en tout cas en ce qui le concerne, qu'il faut respecter les décisions de justice. Maintenant, concernant les ancrages sociologiques, effectivement, c'est ce que tout le monde craint. C'est ce que tout le monde craint à l'approche des élections. Tout le monde a peur qu'il y ait des soulèvements. Tout le monde a peur de revivre ce qui s'est passé en 2010. Et la prière de tout le monde, en tout cas, c'est qu'on ne puisse pas arriver jusque-là. Avec toutes ces décisions de justice, parce que quand même c'est à l'issue de ces différentes décisions que ces personnalités politiques, non les moindres quand même en Côte d'Ivoire, se sont vues exclues quand même de cette liste électorale définitive. Aujourd'hui, à la base de ces différentes décisions de justice, on a évoqué notamment la loi électorale. Est-ce que cette loi aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une révision? Actuellement, parler de révision de la loi électorale, je pense qu'au sortir de la crise de 2010, il y a eu énormément de dialogues politiques. Les partis ont énormément échangé entre eux, ne serait pour avoir, n'est-ce pas, la commission électorale qu'on a actuellement. Les décisions de justice, dans tout pays, il est possible qu'un candidat ne soit pas... Actuellement, en France, nous avons Marine Le Pen qui est sous une décision de justice. Ce n'est pas parce que nous sommes en Afrique qu'on dira que ils ont forcément, ils ont volontairement été écartés. Ils ont volontairement été écartés. Je pense que en Afrique, on doit apprendre à ne pas voir forcément la main du politique derrière forcément les décisions de justice. La démocratie, c'est d'apprendre aussi, comme le disait Jacques Rousseau, c'est les lois, pour paraphraser, le respect des lois que nous sommes prescrites aussi, c'est une liberté. Donc, respecter les décisions de justice ou bien se soumettre aux décisions de justice, c'est aussi ça la démocratie. Dire qu'on a forcément exclu quelqu'un, parce que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, toutes les élections ont toujours tourné autour des exclusions. Pour ce cas-ci, si on regarde bien les différentes exclusions qui ont eu lieu depuis les élections de 90, 95 jusqu'à aujourd'hui, celles les exclusions récentes, on peut le dire, surtout en ce qui concerne le cas de M. Tidjane Thiam, sont des décisions de justice. Oui, mais appuyer sur notamment la loi électorale en son article, je crois, 8, aujourd'hui, quand même, qui devient de plus en plus problématique sur la nationalité, M. Diarra. Non, la Constitution
la Constitution, déjà, avant d'arriver à la loi électorale, la Constitution nous dit déjà que pour être président, il faut être exclusivement ivoirien. Déjà là, on ne peut pas venir, on ne peut pas avoir la double et vouloir être président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, déjà, la Constitution le dit. Donc, il est vraiment difficile de... Pour le cas de M. Tidjane Thiam, parce qu'il faut aussi signaler que les cas sont différents. Ouais. Il est difficile, pour le cas de M. Tidjane Thiam, de dire qu'il a été exclu. Quand je parlais d'impréparation, effectivement, c'est de ça que je parlais en ce qui concerne M. Tidjane Thiam. Ils ne se sont pas préparés. Je pense qu'il a eu des mauvais conseillers. Ça se sent au niveau de ses prises de parole. Même le 9e congrès, le 9e congrès aussi, au sein même du PDCI, suscite énormément de polémiques. Donc je pense que, voilà, suscite énormément de polémiques. Au sein du PPACI, le PPACI aussi, en son sein, il y a des divergences. Il y a Awadon Melo aussi qui prétend, qui veut être président. Il y a M. Laurent Gbagbo qui est là. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure d'impréparation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il serait vraiment important pour l'opposition en Côte d'Ivoire. C'est vrai, le pouvoir en place est garant de la stabilité du pays. Mais l'opposition également a son rôle à jouer en étant cohérente, en proposant des projets et en proposant surtout des projets cohérents et qui peuvent séduire, n'est-ce pas, les Ivoiriens. Mais à chaque fois, revenir sur des décisions de justice, c'est vrai qu'en Afrique, ici, la justice, il faut le dire aussi, peut être manipulée, mais dans ce cas-ci, dans le cas de M. Tidjane Thiam, et bon, dans le cas de M. Laurent Gbagbo, Blé Goudé, dans le cas de M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé et Soro Guillaume, ça, il y a un peu plus longtemps de cela, qu'on sait qu'ils sont sanctionnés par des décisions qu'on connaît déjà. Mais dans le cas de Tidjane Thiam, c'est de l'impréparation. Et au sein même des partis politiques, ça pose même la question de la gestion même de la gouvernance même au sein de ces partis politiques. De la personnalisation, n'est-ce pas, de la vie politique ici en Côte d'Ivoire. Le fait de dire que notre candidat ou rien, ça peut aussi entraîner des tensions. On a par exemple le cas du PASTEF au Sénégal qui avait pour candidat Ousmane Sonko, mais qui avait un plan A, B, C, D, etc. Le PASTEF a été dissous, mais ils ont trouvé des subterfuges, ils se sont organisés, ils ont pu présenter un candidat et ils ont pu remporter les élections. Je pense que quand je parlais de préparation ou d'impréparation, c'est de ça que je parlais. Alors, de l'autre côté, au niveau de la... Si vous me permettez, excusez-moi. Au niveau des RHDP, il y a des prétendants à tous les étages, sauf que jusqu'à présent, le président Ouattara ne s'est pas prononcé s'il sera candidat ou pas. Est-ce que c'est tout ce qu'il attendait pour se prononcer? Bon, là, il me sera difficile de répondre. Peut-être que si le président Ouattara lui-même, en tout cas, se prononce sur la question, on sera beaucoup plus clair. On sera beaucoup plus clair là-dessus. Oui. Mais il faut dire que le 21, ils ont leur congrès. Oui. Le RHDP a son congrès le 21. On pourra attendre le 21 pour avoir beaucoup plus d'éclaircies sur la question. Yeah. On va aller oui. S'il sera réinvesti ou pas. Il faut dire. Mais en réalité, au dire de ce lieutenant, M. Ouattara va remplir de nouveau pour un 4e mandat. C'est ce qui s'est dit. Oui, c'est ce qui s'est dit. Ils disent même que M. Ouattara est le candidat naturel, n'est-ce pas, du RHDP. C'est le candidat naturel. D'accord, voilà. M. Diarra, moi... Ils appellent le candidat naturel. M. Diarra, moi... On va aller avec la dernière question. Justement, ma préoccupation, vous avez dit une opposition qui n'est pas préparée, qui n'est pas du tout prête à affronter les élections présidentielles prochaines de 2025. Alors, il y a cette même opposition qui appelle aujourd'hui les populations et les citoyens à se préparer pour d'éventuelles manifestations. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce sont les dernières cartes que doit abattre ou quand même que possède aujourd'hui l'opposition pour peut-être se faire entendre à nouveau? C'est l'une des cartes de l'opposition pour se faire entendre. Au lendemain de... Je peux dire ces jours à venir, la date m'échappe un peu, ces jours à venir, l'opposition, d'ailleurs, a plusieurs manifestations dans le pays. Voilà, on attend en tout cas la suite et le programme que je n'ai pas encore de ces différentes manifestations. Yeah.
Mais c'est l'une des cartes de l'opposition, voilà, puisqu'il n'y a plus de recours. Il n'y a plus de recours, puisque nous sommes à la fin d'un processus électoral. Il va falloir, n'est-ce pas, attendre l'après-élection, n'est-ce pas, pour le nouveau processus de révision, pour que l'opposition puisse, n'est-ce pas, espérer voir ses candidats voilà, sur la liste électorale pour les élections à venir. Mais comme le président Kubier l'a dit récemment, voilà, il a fait sa déclaration hier ou avant-hier, si j'ai bonne mémoire, nous sommes à la fin, n'est-ce pas, du processus de révision de la liste électorale et il n'y a plus de recours pour l'heure. Il faut aussi préciser que pour le cas de M. Laurent Gbagbo, il y a l'Assemblée nationale qui est là, qui a aussi un espace de dialogue sur le plan national. Voilà, il y a l'Assemblée nationale où ils peuvent introduire, n'est-ce pas, des propositions d'amnistie, des requêtes d'amnistie pour M. Laurent Gbagbo. Il y a cette possibilité-là aussi qui existe, mais il faut le préciser, qui n'est pas exploité par l'opposition. On ne sait pas pourquoi. Donc toutes les cartes ne sont pour l'heure pas à jouer, il faut le rappeler. Ibrahim Youssouf Diarra, enseignant, observateur de la vie nationale, de la vie politique ivoirienne depuis la Côte d'Ivoire qui intervenait chez nous. Merci de répondre à nos différentes questions. Merci à vous. Merci également. Et merci à Yaya Diallo. Yaya Diallo, merci. Merci à vous. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mamadou Diallo. Merci. Merci aux équipes techniques, à la réalisation, à tous ceux et celles. Nos excuses puisque nous n'avons pas pu avoir notre deuxième invité sur la sécurité routière. Ce n'est que partie remise. Avant, pendant et après la fête, pourquoi pas revenir sur ce sujet dans les numéros à venir dans cette émission. Le scanner, forcément. Merci auditeurs et téléspectateurs. On se reprend peut-être, si la fête c'est demain, la semaine prochaine, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Bonne fête par anticipation à toutes et à tous.